Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Ça va, il fait bon, il fait chaud. Il fait un peu chaud là, ouais. C'est les premiers jours de beau temps, oui, c'est assez agréable. Alors, vous vouliez nous parler de quelque chose qui vous avait relativement choqué, d'après ce que j'ai compris. Alors, notre ami Claude Reichmann, qui est quand même un personnage clé dans un combat qu'il mène depuis 20 ans, qui est de très grande qualité, se bat contre le RSI et il a publié sur son site il y a quelques jours un billet faisant état du fascisme ambiant, et dans ce billet il y avait un document qui est ici, que je vous conseille, comme je l'ai fait, si vous avez une grosse photocopieuse, vous tirez ce document, c'est un PDF, et vous aurez ce livre. Voilà ce que vous aurez. Ce dossier. Ça de près. Voilà ce dossier, voilà. Voilà le dossier que vous aurez si vous faites un tirage. Alors, ce dossier, ça s'appelle Recherche-Action, et c'est signé d'un groupe de travail de gens très intéressants qui font partie de l'école supérieure de la sécurité sociale. Et en fait, l'objet du débat, c'est que faire par rapport aux désaffiliés, c'est-à-dire que ce que nous appelons les libérés de la sécurité sociale, les gens de la sécurité sociale les appellent les désaffiliés. Alors, c'est extraordinaire. C'est un organisme qui fait partie, apparemment... Ah, c'est pas un organisme, c'est un groupe d'études, hein. Oui, mais enfin, qui fait partie de la Sécu. Ah ben oui, c'est des personnages essentiels, c'est des gens très importants, de très haut niveau, et ce sont des intellectuels, hein. Donc, des directeurs de recherche, enfin c'est des gens... c'est un comité de réflexion dont l'objectif est donc de contrer... Reichmann. Ouais, Reichmann. Reichmann, en 2 mots, c'est ça. Ah oui, mais il est nommément cité, c'est lui, voilà. Alors c'est quand même assez épais, hein, c'est pas... Voilà, c'est un gros truc, hein. Alors, à la fin de ça, à la fin de ce document, quelle preuve est apportée? Ben, la preuve qui est apportée, c'est que l'État est un escroc. Voilà. Alors la preuve qui est apportée, c'est que l'État est un escroc. Alors c'est assez intéressant parce que ça commence par une phrase mise en avant par Marisol Touraine. Chacun est responsable de tous. Ouais, très bien. Ça c'est. Donc elle a dit que c'est Saint-Exupéry. Moi Bon, on va pas pinailler là-dessus. Ouais, absolument. Et donc, la deuxième phrase philosophique, c'est chacun participe selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. En clair, ça veut dire qu'on a deux positions de vie qui sont très tranchées. La première qui consiste à dire l'intérêt collectif, lorsqu'il a été déterminé, permet d'installer un espace, un règlement qui doit être absolument, qui s'impose aux individus, et pour qu'il puisse s'imposer aux individus, on va installer la terreur. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les individus disparaissent en tant qu'individus, ne puissent plus faire valoir leur individualité, parce que cette philosophie du groupe est celle qui va s'imposer. Alors, c'est comme ça, si vous voulez, qu'on a envoyé les gens à la guerre de 14. Hein, c'est-à-dire que si on les mettait dans des tranchées, il fallait qu'ils se tirent à 50 mètres l'un de l'autre, il fallait qu'ils se tirent dessus, et ceux qui ne voulaient pas y aller, on les fusillait. Bon, donc c'est ça. C'est donc l'intérêt supérieur du groupe, c'était que pendant la guerre de 14, il était absolument impératif que des gens aillent se faire trouver la panse face à des Allemands avec qui ils sont maintenant nos potes. Mais voilà, alors l'intérêt collectif, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Hein. Bon. Alors là, il s'agit donc de l'intérêt collectif de la sécurité sociale. Et alors, donc déjà, vous avez compris, moi personnellement, je ne suis pas trop pour ce genre de philosophie, parce que je pense que une société qui ne respecte pas ses individualités, elle est foutue. On peut prendre une société collective qui est un pays, on peut prendre quelque chose de plus petit, ça peut être une famille. Dans une famille, quand vous avez un chef de famille qui répand la terreur, qui ne respecte pas ses enfants et sa femme, bah, c'est pas une famille, c'est le bordel, enfin, c'est pas, ça, on ne peut pas vivre. Bon, dans une équipe de football, si vous avez, si vous ne respectez pas chaque individualité, bah, vous avez une équipe, si quelqu'un répand la terreur de manière à ce que personne ne dépasse, bah, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc pour un pays, c'est pareil, c'est un problème d'échelle après. Donc,
moi je ne suis pas trop pour cette... moi je suis pour la recherche des qualités, la recherche des émotions, la recherche de l'individu, de la protection de l'individu. Évidemment, moi je suis pour la protection de l'individu, j'ai été élevé comme ça. Bon voilà, je pense que c'était un peu ça le siècle des Lumières. Donc je pense qu'on a dans cette recherche des individus, je pense que la France a eu de l'individualité, la France a eu un rôle important qui aujourd'hui donc s'estompe. Alors, donc c'est le premier schéma ça. Deuxième point qui est très important, c'est que pour arriver à ça, la conséquence de ça, c'est que l'État devient un escroc. Alors, l'État devient un escroc, pourquoi? C'est pas nouveau, hein, ce que vous dites là. Non, c'est pas nouveau, mais là, c'est très spécifique, et vous allez voir les moyens qu'il emploie. Alors, il devient un escroc. Pourquoi? Parce que il n'annonce pas la couleur. C'est-à-dire qu'être un escroc, c'est quoi l'escroquerie? L'escroquerie, ça consiste à masquer la vérité, oui, à faire croire quelque chose avec pour objectif de prendre de l'argent à quelqu'un. C'est ça l'escroquerie. C'est-à-dire qu'on profite de sa situation pour simuler une situation qui n'existe pas, qui est une tromperie, avec laquelle on va prélever de l'argent. Alors là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'État mélange volontairement deux choses. La protection, l'assurance maladie, l'assurance retraite et la solidarité. Bon, l'assurance maladie, c'est une assurance. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est mathématique. Sur une population donnée, il y a tant de malades qui coûtent tant, on divise par le nombre et on a le prix d'une assurance. Bon, ça, c'est complètement connu. La retraite, c'est pareil, il y a une pyramide des âges, on sait qui meurt, on sait combien doit coûter la cotisation, enfin, il n'y a aucun problème. Et là-dessus, l'État nous dissimule ces deux éléments essentiels, il nous fait un package en disant, ben là, vous financez la solidarité. Mais la solidarité, ça ne peut pas être financé, la solidarité, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du pays. La solidarité, ça ne peut pas être autrement que par un impôt. Ça ne peut pas être une assurance maladie ou une assurance retraite qui s'occupe de la solidarité. Elle ne peut s'occuper que de la retraite d'une manière collective, c'est-à-dire avec une assurance. Quand vous prenez votre assurance pour votre voiture, vous avez effectivement une solidarité si vous n'avez pas d'accident par rapport à ceux qui en ont. Mais vous n'avez pas une solidarité sur leur vieillesse, sur le nombre d'enfants qu'ils ont eu, sur leurs revenus. Vous avez une assurance voiture. Bon. Donc là, tout d'un coup, l'État nous facture une solidarité qui n'apparaît pas sur la facture. C'est-à-dire, si l'État n'était pas escroc, on aurait une facture tous les trimestres, ou tous les mois, peu importe, avec une somme pour l'assurance maladie, une somme pour l'assurance vieillesse et une somme pour la solidarité. Chacun saurait combien il paie pour la solidarité. Mais cette solidarité, elle ne s'appliquerait pas qu'aux travailleurs et aux patrons. Elle s'appliquerait à l'ensemble du pays, à tout le monde. La solidarité, c'est la solidarité. Donc ça serait un impôt. Ce n'est pas le cas. Donc on a affaire à un escroc. Alors cette escroquerie a une particularité, c'est que du fait que la facture n'est plus sur l'objet lui-même que nous sommes censés payer, c'est-à-dire l'assurance maladie. Imaginez par exemple qu'à la baguette de pain, on joindrait la solidarité. C'est-à-dire que vous achetez une baguette de pain, on vous dit il faut acheter du pain tous les jours, parce qu'en même temps que vous achetez du pain, vous achetez du pain, d'accord, mais en même temps, vous faites un acte de solidarité, parce qu'il y a une partie de l'argent de la baguette qui va, on ne sait pas trop où, dans la solidarité. Ça veut dire qu'au lieu de payer le pain, je ne sais pas combien ça coûte, peut-être 80 centimes, un truc comme ça, hein, 1 euro, vous le payez 5 euros. Et quand vous diriez, mais enfin, 5 euros, putain, je mange plus de pain. C'est cher le pain, 5 euros. On vous dira, non, mais c'est la solidarité. Ouais. D'accord. Et donc, tout d'un coup, vous n'iriez plus acheter du pain, vous iriez acheter la solidarité, enfin vous iriez verser la solidarité, et si vous n'achetiez pas un pain tous les matins, vous passeriez pour un mauvais Français. C'est ça. Bon, on se suit bien. Oui, c'est l'achat forcé. Mais du fait que, en achetant votre baguette 5 euros, du fait que vous nous donnez quand même beaucoup d'argent, ceux qui prennent cet argent ne seraient pas trop regardants sur la fabrication de la baguette. Et au lieu qu'elle coûte à fabriquer 40 centimes d'euros, par exemple, très rapidement, elle coûterait 2 centimes d'euros à fabriquer déjà elle-même toute seule. C'est-à-dire que cette fameuse solidarité qui serait aujourd'hui à 80 centimes de la baguette, si elle voulait payer 5, ça serait 4,20 €. Très rapidement dans le système, la solidarité va se rétrécir, elle va devenir peut-être 3 € parce que la baguette de pain va augmenter, parce que le mec, le cuistot, le type, le machin, dira ma farine, tu peux la payer plus cher, mec, t'as plein de pognon, etc. Et puis on en arriverait à ça. Mais c'est exactement ce qui se passe. Donc l'État est intellectuellement un escroc, il finit par avoir une dérive, c'est-à-dire que cette fameuse assurance maladie que nous
payons, mais nous la payons anormalement cher pour des prestations anormalement basses. Et on nous la vend, ce prix absolument dément, uniquement parce qu'on nous vend à côté de la solidarité en nous disant mais c'est pas une assurance maladie, c'est vous n'êtes pas solidaire si vous. Alors ça c'est quand même. Vous êtes des mauvais Français, quoi. Oui, le coup classique. Donc vous voyez comment fonctionne l'escroquerie. Alors ça arrive alors ensuite dans cet ouvrage, et c'est là que ça terrorise quand on lit ça, c'est qu'après on arrive à un moment, on nous dit par exemple, vous voyez, il faut rappeler que la sécurité sociale est un système global qui ne peut fonctionner sur un système à la carte. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous ne pouvez pas avoir l'assurance d'un côté, la maladie d'un côté, la retraite de l'autre. Non, c'est global. C'est un mix. Donc la baguette de pain, c'est global. Vous ne pouvez pas acheter la baguette de pain tout seul. C'est voilà. Ou alors vous ne mangez pas de pain. Voilà. Donc, oui, mais là, ils ne veulent même pas être affiliés, mais on veut qu'ils mangent la baguette de pain. Oui, alors non, on veut pas qu'ils puissent acheter le pain ailleurs. Voilà, on ne veut pas qu'ils puissent se libérer et on dit qu'ils se désaffilient. C'est-à-dire quand ils veulent se libérer, on leur dit non, vous n'avez pas vous libérer, vous manquez à votre devoir, donc vous désaffiliez. Vous voyez le jeu de mots. Hein. Mais ces gens, ils y croient. Et alors, il y a toute une liste là-dedans de choses coercitives. C'est-à-dire qu'on dit il faut les élever petits, il faut donner des cours de sécurité sociale dès la maternelle. Le bourrage de crâne, quoi. Il faut. Le lavage de cerveau. Il faut pouvoir avoir des moyens et ils réclament ce dont nous parlons souvent, la fameuse lettre de cachet. C'est-à-dire qu'ils disent le directeur de la sécurité sociale doit pouvoir énoncer tout de suite des sanctions. C'est-à-dire ils ne veulent même pas garder le TAS, qui est un tribunal qui est complètement acquis. Oui. Ils trouvent que c'est trop. Oui. Hein, ils veulent avoir les pouvoirs de Bercy. Exactement, la lettre de cachet. Ils réclament la même chose. Bien sûr. Donc, si vous ça marche bien à côté, pourquoi ça marche donc ça veut dire que c'est effrayant. C'est effrayant pour un résultat nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez, on a un résultat nul, mais attendez, les gens qui se révoltent contre ça, dont Claude Reichmann, c'est une infime minorité. 90% de la population est d'accord là-dessus, sans avoir conscience qu'elle en meurt, que c'est un drame, que c'est une escroquerie, hein, et puis que philosophiquement, c'est la négation de leur individualité, c'est-à-dire c'est la négation de leur personne. C'est-à-dire qu'on dit, votre personne, on s'assoit dessus. Alors évidemment, dans ce système, il y a une partie de gens qui pensent qu'ils sont privilégiés. Ils sont bénéficiaires. Voilà. Moi, je pense qu'ils se trompent, parce que si vous voulez, c'est comme le type qui ne saurait pas jouer au football et puis qui arriverait à rentrer dans l'équipe de France. Il n'y gagnerait pas, parce que d'abord, il serait ridicule, il ferait perdre l'équipe de France, ça ne lui apporterait rien. Voilà, c'est pareil. Donc cet ouvrage, alors, je trouve remarquable que Claude Reichmann ait réussi à faire en sorte que des gens, c'est des grosses têtes, des grosses têtes se réunissent. Mais effectivement, quand ils disent que c'est le fascisme, je pense pas. Enfin, je pense que c'est le collectivisme exacerbé. Communisme plutôt. C'est le communisme. C'est le communisme exacerbé. Oui, mais enfin, communisme et fascisme, c'est la même chose dans la coercition. Hein, C'est la même chose dans le système, mais je dirais que... C'est d'ailleurs pour ça que l'extrême gauche rejoint le FN. Absolument, oui, c'est vrai. Mais dans l'histoire, le communisme avait une utopie qui paraissait respectable que le fascisme n'a jamais eu. Le fascisme a toujours été la force d'un homme. Enfin, le communisme, c'était juste une utopie, parce que la mise en œuvre a été... C'est une utopie, mais enfin, c'est de ça qu'on souffre, parce que si vous voulez, cette escroquerie, on a exactement la même, nous, à Bercy. C'est-à-dire qu'on nous raconte qu'il faut absolument qu'on paye des impôts, et puis, en réalité, l'État perd de l'argent en quantité industrielle sur des choses qui n'ont rien à voir avec notre intérêt collectif, qu'on nous facture, et dont on nous dit qu'il faut absolument payer ça, sinon vous êtes des mauvais Français. Voilà. On a le même problème. C'est-à-dire que dans cette dilution de l'individu philosophique, dans cette société que nous avons cru voir disparaître quand le mur de Berlin est tombé, en fait, on n'a pas vu disparaître. Quand le mur de Berlin est tombé, on a simplement vu ce que ça donne in fine, mais on a continué sur la même lignée et nous allons exactement au même endroit que le mur de Berlin, parce que nous sommes communistes. On va dans le mur. Ah ouais, nous sommes communistes. Et ça en est. Et donc avec le langage qui va, la propagande... Mais le pire, c'est que nous sommes un régime communiste qui ne veut pas le dire. Et alors je ne sais pas si un régime communiste peut le dire, parce qu'on est un régime... C'est-à-dire le mot communiste, si vous voulez, est un mot qui définit un certain niveau du collectivisme. Mais en fait, je pense qu'on dit qu'on est un régime collectiviste, parce que quand
quand Marisol Tourelle et puis Tourelle, je crois, oui. Et les suivants disent la chose suivante. Chacun non, c'est pas celle-là, c'est ici. Vous avez dit qu'il fallait le souligner au stabilo. Ouais, c'est vrai. Alors chacun paie selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Alors, en fait, c'est faux, c'est absolument faux, parce que si chacun payait selon ses moyens, il ne serait pas obligé ici de parler de tous ces moyens de coercition pour faire payer les gens qui n'arrivent pas à payer. Ouais. Parce qu'il y a quand même 80% des gens qui ont à payer ça qui ne peuvent pas. Donc ils ne payent pas selon les moyens, ils payent selon ce qu'on les oblige. Ça n'a rien à voir. Oui, hein. C'est un peu comme Bercy. Oui, absolument. Hein. Et puis ensuite, après, quand on dit vous recevez selon vos besoins, c'est pas vrai du tout. Parce que la sécurité sociale, si vous n'avez pas une mutuelle, les besoins, ils ne sont pas couverts. Donc la sécurité sociale a cet exploit extraordinaire de faire payer largement au-dessus des moyens des gens et de donner largement en dessous des besoins des gens. Donc, et malgré ça, cette fameuse sécurité sociale met en avant cette phrase comme si elle était porteuse, cette phrase. Non, elle est porteuse d'un échec. C'est leur alibi. Ah oui, oui. C'est l'alibi. Donc c'est assez... C'est l'alibi humaniste. Oui, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que c'est une escroquerie, quoi. Voilà, on vit avec un État escroc, pour de vrai, dont on a la preuve avec des escrocs qui sont impudiques. En attendant, le pauvre Reichmann, il s'occupe de lui. Hein. Oui, il est complètement visé là-dedans, Claude Reichmann, mais je dirais que c'est tout à son honneur. Oui. Je dirais que ce qui arrive à Reichmann là, c'est exactement ce qui est arrivé à De Gaulle lorsqu'il a été condamné à mort par les pétinistes. Hein. C'est exactement du même tonneau. Alors il faut passer par là, exactement comme Mandela a été en prison. Oui, il va falloir passer par la prison. Oui, il est clair que la liberté, celui qui veut essayer de la protéger, s'expose à l'aveuglement du groupe qui pense, une masse importante de gens pense qu'elle sera protégée par le groupe et des aigres fins en profitent depuis toujours. C'est eux qui créent les religions, depuis toujours. Et ça ne change que quand vraiment ça s'écrase complètement et quand ça ne change que par faillite, ça ne change pas par volonté. C'est en ça que Claude Reichmann ne gagnera que lorsque la sécurité sociale aura fait faillite, mais pas avant. Il a raison, mais c'est pas ça qui va le faire gagner. C'est comme ça. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a raison qu'on gagne, hein, non. Ici en France. Oui, hein. Partout sur la Terre peut-être. Oui, bien sûr. Mais on s'occupe, nous, que de la France. Hein. Donc, je vous conseille formellement d'aller sur le site de Claude Reichmann. Vous faites Claude Reichmann sur Google, vous allez sur son site, vous verrez, il y a 7 ou 8 articles, parce que ça a déjà quelques jours. Vous tomberez sur un article où... on voit Mussolini, je crois. Oui, où il y a une photo de Mussolini, il parle du fascisme. Et dans cet article, il y a un lien. Vous ouvrez ce lien et vous avez ça. Et ça, il faut le garder, il faut le mettre dans votre bibliothèque pour vos enfants, pour que plus tard, il reste une trace de ce qui s'est dit là. Très important, très très important, parce que ça, c'est quelque chose, c'est une ignominie, hein, c'est quelque chose d'épouvantable. Il faut le voir pour le croire. Il faut le lire. Hein. Voilà. Bon, eh bien, bravo à Claude Reichmann et bonne continuation. À bientôt, au revoir. À bientôt.